Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format d'émission. Comme vous le voyez, je vais essayer de développer un format beaucoup plus radiophonique et beaucoup plus audio, en fait, dans la veine, dans la lignée de tout ce qui se produit actuellement avec les podcasts et le succès que l'on connaît de ce type de communication. Alors aujourd'hui, il y a voilà, on va dire un audio un petit peu spécial puisque il s'agit d'une réponse à Living Now. Living Now, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une activiste assez connue sur YouTube puisque c'est une vidéaste, elle produit du contenu audiovisuel. Du contenu critique contre la Société des témoins de Jéhovah. C'est une ancienne adepte de la secte jéhoviste et dans le cadre de sa sortie du mouvement, elle a décidé de produire une série de vidéos. Ces vidéos sont pour la plupart très intéressantes, elles apportent un éclairage intéressant pour tous les ex-TJ, pour tous les TJ qui se posent des questions. Et donc pour cela, on peut la remercier parce qu'elle elle fait un travail assez remarquable et de qualité. Maintenant, il y a toute une partie de son travail que je rejette d'une certaine manière, puisque toute une partie de son travail se base sur du complotisme, c'est-à-dire la croyance en la théorie farfelue, qu'on nous manipule, que des forces occultes se cachent derrière l'organisation. Et donc cette théorie complotiste qui n'est absolument pas prouvée, qui n'est relayée par rien, qui n'est étayée par aucune preuve. C'est une théorie qui a beaucoup de succès sur Internet auprès des ex-TJ. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, de 1, parce que c'est une explication qui est séduisante pour le cerveau humain. Il faut savoir que l'esprit humain adore les récits, il adore les récits en particulier cachés, occultes, et c'est un récit intéressant, ce récit complotiste, puisqu'il met finalement les ex-TJ dans une position très enfantine de gentil qui s'est fait berner, de gentil naïf qui s'est fait avoir, et place le Collège central des témoins de Jéhovah comme étant le grand gourou manipulateur, le grand, voilà, le grand organe qui fait passer en gros les idées franc-maçonnes, satanistes, Illuminati, bref, on a le droit à toutes les meilleures théories du complot. Il y a même voilà, certains internautes qui sont des spécialistes de ça. Ils sont capables de nous mettre toutes les théories du complot et de les réunir au sein des TJ. Donc c'est assez hallucinant de voir à quel point ces théories, finalement, elles passionnent. Ça, on peut le comprendre, on adore les récits, on adore les récits cachés, ça fait fantasmer, ça procure une certaine excitation, donc on comprend le succès. Maintenant, on a du mal un peu à comprendre pourquoi ces individus qui sont voilà, des individus quand même qui ont relativement éclairés, qui ont su sortir des TJ, pourquoi est-ce qu'ils tombent dans ce complotisme-là ? Alors j'ai quelques pistes de réflexion à apporter, quelques réponses à apporter. Il est vrai que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de parallèles à faire entre les théories du complot et la secte des témoins de Jéhovah. Quels sont ces parallèles ? Déjà, premier point, je dirais qu'il y a une croyance commune, c'est la croyance en une grande planification, en un grand dessin avec voilà, EIN, dans le sens de projet. Grande planification, grand dessin, c'est la planification de Jéhovah qui a voilà, donner un sens, une direction à la vie humaine pour ensuite détruire les méchants à Armageddon. D'accord, on voit bien du côté des TJ. Et du côté des complotistes, c'est l'idée finaliste, l'idée téléologique qu'il y aurait un but, une finalité, que les membres du collège central manipuleraient les adeptes de la secte. Alors moi je trouve que ça pose un certain nombre de problèmes parce que quand on affirme une telle thèse, il faut déjà apporter des preuves solides pour l'étayer. Or, le problème c'est que de preuves solides, il n'y en a guère. On a guère quelques images que certains qualifient de subliminales sans savoir que le subliminal ce n'est pas ça. Voilà. Beaucoup d'ex-TJ se lancent dans l'occultisme, le subliminal, enfin la recherche de symboles occultes et subliminaux dans les périodiques de la société. Il est vrai qu'il en existe quelques-uns. Il en existe même un qui est très très célèbre et qui est difficilement contestable. Il s'agit de celui qui est paru dans le livre Révélation, le grand dénouement est proche.
et qui présente Jésus et ses apôtres. Et derrière Jésus, on a à la place de la main d'un des apôtres, une sorte de bras de lézard, un bras violet, étrange, à 4 doigts, crochu, qui semble se saisir du sceptre royal. Alors, cette image très étonnante, ceci dit, peut poser un certain nombre de questions. Maintenant, de là à y voir une manipulation consciente et subliminale, parce qu'en fait, c'est ça la question, c'est que le subliminal, ce n'est pas ça. Le subliminal, c'est ce que le cerveau peut entreapercevoir. Dans le subliminal, il y a la notion de rapidité, de célérité, il y a cette notion de voilà, quelque chose de l'ordre de ce qu'on voit à peine et de ce que l'inconscient peut percevoir. Or ici, on n'est pas du tout dans la définition classique du subliminal. Et puis, n'oublions pas que le subliminal, ça reste quand même une notion qui reste à prouver, d'accord ? La définition même, c'est qui est inférieur au seuil de la conscience. Donc si c'est inférieur au seuil de la conscience, c'est que ça ne peut pas être affiché sur une image de manière aussi grossière. Autre chose, c'est que le subliminal, sur le plan scientifique, c'est énormément contesté. Voilà, les techniques subliminales existent, mais beaucoup de chercheurs ont montré que l'efficacité était vraiment en débat, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on est quasiment sûr que ça ne fonctionne pas. Bon. Maintenant qu'on a réglé cette question des images subliminales, la plupart, je dirais, des images subliminales qui apparaissent dans les périodiques de la société sont des images qui en fait n'en sont pas vraiment. Ce sont souvent des pareidolie, et il y a une vidéo d'Alexis qui le montre parfaitement bien. La plupart des images subliminales en fait sont en réalité voilà, des projections, hein. On a tendance à voir un visage, des cornes, un démon, une bête, une créature, etc. En réalité, c'est surtout notre esprit qui travaille, voilà, comme quand on peut en voir dans la nature, dans les nuages, dans des ouvrages un peu spécifiques. Donc des pareidolies essentiellement, et puis je pense que le cerveau peut être habitué à voir ce type d'images, à les voir même quand elles ne sont pas là. Beaucoup d'hypothèses ont été avancées au sujet de la fameuse image dont je vous ai parlé, qui elle peut être difficilement explicable, même s'il ne s'agit pas de subliminal, rappelons-le quand même. Et les hypothèses qui sont avancées, c'est que il s'agirait soit d'un petit plaisantin au sein du comité de rédaction et d'illustration qui aurait glissé ça comme ça, soit un défaut d'impression, soit peut-être quelqu'un qui allait être excommunié, j'en sais rien, et qui a voulu se venger ou autre. Bref, il existe quantité d'explications possibles. Soit c'est vraiment une intention du dessinateur qui comptait vraiment dessiner le bras de Satan, qui tentait de s'emparer du sceptre pour montrer que le diable toujours présent autour de nous peut nous faire vaciller. Bref, vous voyez, il y a des tonnes d'explications rationnelles qui sont possibles sans qu'on en passe par l'absurdité des images subliminales, voilà, qui sont, rappelons-le encore une fois, non prouvées. Maintenant, sur les théories du complot maçonnique, les quelques preuves qui existent sont effectivement l'influence culturelle qu'a pu exercer la franc-maçonnerie sur Charles Taze Russell, puisque effectivement on a l'influence d'une certaine culture de l'image, on a le symbole des chevaliers templiers qui effectivement sont utilisés par certaines loges maçonniques, mais pas seulement, certaines loges chrétiennes l'utilisaient déjà aussi quelques siècles auparavant. On a le symbole de la pyramide, on a quelques éléments comme ça culturels qui semblent baigner dans l'univers culturel de Charles Taze Russell et puis dans son environnement familial et social. Maintenant, aucune preuve dans aucun registre ne montre que Charles Taze Russell n'a été franc-maçon, et quand bien même il l'aurait été, n'oublions pas que le mouvement des témoins de Jéhovah est un mouvement qui en réalité a été bâti par Rutherford, et que le mouvement d'avant, c'est le mouvement des étudiants de la Bible, et qu'il n'a pas grand-chose à voir aujourd'hui avec le mouvement des témoins de Jéhovah, sur les croyances, sur les pratiques, sur le rapport aux prophéties, etc., etc. Quand on s'y penche un petit peu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose à voir finalement. Autre chose, ces théories du complot partent du principe que la franc-maçonnerie est une société occulte, secrète, qui cherche à dominer le monde, qui cherche à manipuler les gens. Or, ce n'est pas vrai, évidemment. On sent que les gens qui ont ce discours-là sont des gens qui n'ont aucune connaissance de la franc-maçonnerie, et leur connaissance est généralement alimentée par d'autres théories complotistes sur Internet,
des théories, des vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube, des vidéos délirantes de soi-disant ex-francs-maçons qui racontent leur expérience. Encore une fois, le problème des complotistes, c'est qu'ils sont dans une forme de croyance sectaire, hein, qu'ils auto-alimentent, qu'ils autodéterminent. Et cette croyance sectaire complotiste, elle se nourrit d'autres croyances complotistes, ce qui fait que le serpent se mord la queue et que ces gens-là, intellectuellement, n'avancent guère et sont un peu enfermés dans leurs nouvelles croyances, comme s'il fallait à tout prix qu'en sortant d'une secte, les témoins de Jéhovah, ils se créent une nouvelle croyance, ils se créent comment dire, par eux-mêmes, hein, et en pensant que ça vient d'eux-mêmes, se créer un nouveau système de pensée, un système de pensée qui leur offre une réponse à tout, une réponse cohérente à tout. Parce que n'oublions pas que ce qui fait la particularité des théories du complot, et c'est ce qui fait aussi leur succès, c'est que ces théories du complot, en fait, elles offrent une réponse simple à toutes les grandes questions qu'on peut se poser, à tous les mystères, à tout, finalement, voilà, tout ce qui semble ne pas avoir de sens. La théorie du complot, elle arrive, une explication simple, et elle propose du sens à tout ça. Donc c'est, je dirais vraiment, l'intérêt de ces théories du complot. Voilà, elle libère énormément l'esprit de ces gens, puisqu'elle leur permet finalement de ne plus chercher. C'est ça que je trouve dramatique, quoi. Disons qu'ils cherchent, mais uniquement maintenant dans une seule direction. Ils ont décidé d'avance quelle sera leur idée, et ils ne vont faire que l'auto-alimenter sans cesse par d'autres théories complotistes. Et donc là, finalement, on n'en finit pas. Autre chose que j'ai remarqué, qui a de commun avec les témoins de Jéhovah et les complotistes, c'est que c'est très compliqué de discuter avec eux, en fait. C'est très compliqué. On a beaucoup de mal, parce qu'ils sont sûrs de leur vérité, hein, et vous savez tous, celles et ceux qui m'écoutent, à quel point le mot vérité peut être un mot important chez les TJ, d'accord ? Cette expression très forte résonne en vous, j'espère, et malheureusement, je trouve que, chers complotistes, vous êtes tombés dans le même travers que ceux que vous dénoncez. Vous êtes devenus des sortes de témoins de Jéhovah à l'envers, des anti-témoins, mais qui reprendraient en négatif tout ce que vous critiquez chez les témoins, ce sectarisme, cette pensée toute prête, hein, cette pensée congelée qu'on n'a plus qu'à passer au micro-ondes pour la ressortir telle qu'elle, et en plus du sectarisme, je dirais, cette vision du monde très simple, où tout a une explication. Mais le monde est complexe, chers complotistes. Le monde est fait d'idées multiples, contradictoires. Certes, il existe parfois il y a eu des complots dans l'histoire, des complots politiques. Bon, mais n'oublions pas que si complot il y avait, vous ne le sauriez pas. Vous ne seriez pas au courant parce que vos petits esprits sont bien trop étroits pour pouvoir percevoir un complot d'ordre mondial que vous prétendez dénoncer, que vous prétendez avoir compris. Donc rien que ça, avec un petit peu d'humilité, ça remettrait vraiment en question vos théories farfelues et vous vous rendriez compte que, en fait, ça n'a pas de sens tout ça. Ça n'a pas de sens. Autre chose qui fait que vraiment on peut être persuadé que les théories du complot anti-TJ sont bidons, c'est que, en gros, ces théories du complot sont pas nouvelles. Depuis des siècles, depuis des dizaines d'années, elles fleurissent un petit peu de partout, dans beaucoup de livres, sur Internet, etc. Et elles concernent à peu près tous les sujets du monde entier. Les complotistes TJ n'ont fait que reprendre des complots à la mode, les adapter au TJ. Voilà, la croyance aux Illuminati, n'en parlons plus. Bon, je crois que la principale difficulté que rencontrent les complotistes, c'est une capacité à être sensible aux théories complotistes et sectaires, et les témoins de Jéhovah en sont un bon exemple. Ils ont fait partie de cette secte, c'est qu'ils ont déjà l'esprit suffisamment malléable pour être manipulés. Donc globalement, les gens qui sont complotistes sont des gens qui se font facilement manipuler. C'est une des caractéristiques que l'on reconnaît. Hein. Voilà, c'est des gens manipulables, des gens qui se font avoir par n'importe quelle source internet, qui ne vérifient pas leurs informations, qui ne croisent pas leurs sources et qui sont plus dans, je dirais, le biais de confirmation, c'est-à-dire la volonté, dès qu'ils trouvent une information, que ça confirme une idée qu'ils ont déjà en tête, plutôt que dans une véritable recherche honnête et sincère. Donc c'est ça, je dirais, le principal problème des complotistes. Voilà.
Le problème des complotistes, c'est qu'ils ont un récit tout fait, tout prêt, qui leur permet d'expliquer le monde. Et à partir de là, eh ben, ils se sentent plus légitimes pour chercher. Voilà, ils se permettent comment dire, pas d'être légitimes, mais je dirais qu'ils se permettent de se reposer intellectuellement. Et c'est ce qui me semble être assez terrible. C'est pour ça qu'on a généralement une pensée très pauvre du côté complotiste. N'oublions pas que ça fait beaucoup rire les TJ et que dans l'activité de critique envers l'organisation qui doit être critiquée parce que beaucoup de ces aspects sont délétères et doivent être soumis à la critique, mais soumis à une critique rationnelle, efficace, logique, argumentée et de bon sens, pas une critique qui se baserait sur des complots, des histoires farfelues à la mort moelle-neu. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible, ça fait rire les TJ, et les TJ sont persuadés que du coup tous les ex-TJ sont des fous farfelus qui sombrent dans les théories du complot et qui pensent que les membres du Collège central sont d'affreux satanistes, complotistes, francs-maçons, illuminati, reptiliens et je ne sais quoi d'autre. Voilà, quand on voit des membres du Collège central comme euh, celui qui a été pris dans le Bottlegate, j'ai perdu son nom, euh, Anthony Morris. Quand on le voit pris dans le canular qu'a produit Lloyd Evans, hein, le célèbre YouTuber anti-TJ anglo-saxon, on voit bien que, alias John Cedars, hein, pour ceux qui connaissent, on voit bien que Tony Morris 3 est vraiment pas quelqu'un de très fin, quoi. C'est pas un homme brillant, c'est pas un homme extrêmement érudit, c'est pas un homme très intelligent. Ça a pas l'air d'être quelqu'un d'extrêmement bon non plus, hein, pas quelqu'un d'extrêmement pieux, mais c'est quelqu'un qui a été façonné durant toute sa vie par l'organisation des témoins de Jéhovah. Regardez comment sont recrutés les membres du Collège central. Lisez Crise de conscience de Fred Frantz et puis À la recherche de la liberté chrétienne, son deuxième livre. C'est passionnant, c'est extrêmement intéressant, on apprend des tonnes de choses et on apprend des choses de manière rationnelle, logique. Alors c'est clair que c'est un peu moins excitant que les théories du complot, hein. Ah bah oui, on aimerait croire en toutes ces belles histoires fantastiques avec des retournements de situation, des complots, des gens qui cachent des choses à des membres de sectes médusés, bref. Les théories du complot sont séduisantes, mais c'est justement parce qu'elles sont séduisantes qu'elles sont dangereuses. C'est parce qu'elles sont séduisantes qu'elles sont dangereuses. Et la réalité est souvent un peu moins sexy, un peu moins attirante, un peu moins fantasmagorique et fantasmatique que ces théories du complot débiles. Alors quand on lit les bouquins de Fred Frantz, quand on s'intéresse aussi à toute la recherche sur l'embrigadement, le sectarisme, comment se produit un petit peu une idéologie sectaire, comment se produit l'endoctrinement, quand on regarde je dirais la psychologie sociale en général, les sociologues des sectes et des religions, quand on étudie tout ça de près, on se rend compte que finalement, il n'y a pas de grand Manitou toujours derrière les sectes. Il n'y a pas de grand gourou toujours derrière une secte. À l'origine, oui, il y en a un. Il y a forcément un homme. Il y a eu Charles Taze Russell, mais je ne pense pas qu'on puisse le qualifier de gourou, puisque c'était quand même plutôt un homme ouvert, un homme qui acceptait la contradiction, même s'il pouvait avoir son côté mégalo, hein, bien sûr. Mais je pense que le gourou, le premier grand gourou des témoins de Jéhovah, c'est le juge Rutherford. Le juge Rutherford, quand on s'intéresse un petit peu à tous les documents, les textes écrits, les témoignages, les livres des uns et des autres, c'était un homme colérique, c'était un homme autoritaire et autoritariste, hein, dans l'excès de l'autorité, c'était un homme qui ne souffrait pas la contradiction, c'était un homme qui aurait peut-être eu des relations extra-conjugales, adultérines, etc. Bon, qui a une vie privée pas forcément en accord avec ses principes, disons. C'était un homme qui aimait l'argent, hein. On connaît la fameuse villa qui a été construite, qui était censée accueillir Abraham, etc., les grands patriarches. On connaît également son amour pour les Cadillacs, hein. On a des photos, des preuves, hein. Cette fois-ci des preuves tangibles, incontestables. Maintenant, voilà, il me semble que, ça c'est que mon opinion bien sûr, mais il me semble que voilà, Rutherford a été le premier vrai grand gourou de la secte, et qu'à la mort de Rutherford, ceux qui ont repris n'étaient pas vraiment de véritables gourous, mais étaient surtout des illuminés, des adeptes de la secte qui ont consacré leur vie à la secte,
Et Ray France, avant sa crise de conscience, en était un. Ray France n'était pas du tout un franc-maçon, Illuminati ou je ne sais quoi. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui faisait partie d'un quelconque complot ou autre. Ray France a été excommunié pour apostasie, pour avoir remis en question certains dogmes jéhovistes. Bon, Ray France, évidemment, aurait parlé de tout ça. Voilà, suite à son excommunication. Or, il n'en a pas parlé, et tout ce qu'il montre dans son livre, c'est en réalité, finalement, une société qui fonctionne en auto-circulation, on va dire. Voilà. La tête nourrit la base, et ensuite, quand la tête disparaît, eh bien, on choisit une nouvelle tête à partir des adeptes de la base. Ces adeptes de la base deviennent la nouvelle tête, nourrissent une nouvelle base, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un cycle permanent. Donc il n'y a pas nécessairement de méchants et de gentils dans l'histoire. Évidemment que le Collège central, c'est une partie des témoins de Jéhovah qui a énormément de défauts. Évidemment que c'est une partie qui est composée d'hommes qui sont absolument détestables et exécrables. Évidemment qu'on peut parfois mettre en doute leur honnêteté sur pas mal de sujets. Évidemment qu'ils ont quand même un peu le culte du secret, puisqu'ils ne disent pas tout aux fidèles TJ. Mais il s'agit avant tout d'adeptes de la secte. Je ne dis pas qu'ils sont à 100% des victimes, voilà, parce que finalement, ils ont aussi leur part de responsabilité là-dedans. Donc ce ne sont pas que des victimes. Et moi, à aucun moment, je ne dis les gentils ou les pauvres membres du Collège central. Mais je trouve que c'est un petit peu facile, et c'est de la part des complotistes une façon de se trouver un bouc émissaire, de se trouver un méchant, voilà. Comme ça, c'est fait. Nous, on est les gentils. Eux, ce sont les méchants. Nous, on est très gentils. On a été manipulés parce qu'ils sont très, très, très méchants et très, très, très manipulateurs. Non, vous avez été manipulés parce que vous avez été cons. Parce que vous avez manqué d'esprit critique. Parce que vous avez cru en une vérité absolue. Parce que vous manquez d'ailleurs toujours d'esprit critique en ne remettant jamais en cause votre opinion. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, vous reproduisez les mêmes choses que vous dénoncez. Donc, je reviendrai peut-être plus tard sur cette notion-là. Je vais peut-être pas non plus faire une vidéo trop longue. Mais bon, voilà. L'idée, c'était de montrer effectivement à quel point les membres du Collège central, effectivement, étaient critiquables. Effectivement, ce sont nos ennemis d'une certaine manière, puisque, on le sait, ce sont eux qui sont à la tête. Donc, même si ce sont en partie aussi des illuminés victimes de leurs croyances absurdes, eh bien, ils ont aussi leurs responsabilités. Tout comme un ancien a plus de responsabilités qu'un proclamateur non baptisé, ou comme un surveillant a plus de responsabilités qu'un assistant ministériel. Bon, voilà. Il y a une logique dans la hiérarchie. Mais il est vrai que quand on regarde la jurisprudence qui est à jour aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que la justice tend quand même à ne pas trop sanctionner sévèrement on va dire les gourous qui sont pas conscients de l'être. C'est-à-dire, généralement, les gourous qui ont pris la suite du vrai gourou. Voilà. Souvent, dans une secte, ça se passe comme ça. Il y a un gourou principal qui manipule tout le monde, etc. Et ce gourou, à sa mort, eh bien, il y a généralement des adeptes les plus fidèles qui prennent sa suite. Eux, généralement, ce sont des adeptes qui vont donc manipuler les autres, mais qui sont des adeptes aussi, et qui sont des manipulés. Généralement, la justice prend bien en compte ça et ne les sanctionne pas trop gravement. Voilà, vous pouvez consulter sur Internet, il y a beaucoup de textes là-dessus, la jurisprudence est assez fournie. Ça m'a fait aussi penser à la scientologie. Voilà, à la mort de L. Ron Hubbard. L. Ron Hubbard, c'est clair que c'était un escroc, voilà. C'était un auteur de science-fiction qui ambitionnait de créer sa secte ou sa religion pour faire fortune. On voit clairement qu'il a réussi son coup. Et on aurait du mal à penser qu'L. Ron Hubbard est quelqu'un de sincère dans sa démarche. En revanche, son successeur, c'était un scientologue sincère qui croyait vraiment à tout ça. Et pourtant, il est à la tête de la scientologie, et pourtant il fait partie de la tête dirigeante, de la tête pensante. Cela ne fait pas nécessairement de lui un grand manipulateur. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, et qu'il faut essayer de comprendre, voilà, de sortir un peu des schémas, de sortir un peu de ces pensées toutes faites, qui sont faciles en fait.
C'est des pensées faciles. Ouais. C'est facile de croire ça. Ces récits tout simples là, qui nous font plaisir. Mais non, posez-vous des questions. Cherchez. Dès qu'on a une idée, essayez de la remettre en cause. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je ne me suis jamais convaincu dès le début que ces théories du complot étaient fausses. Je me suis dit à un moment donné, peut-être qu'ils ont raison. Et donc j'ai cherché. Mais il n'y a rien, il n'y a pas l'ombre d'une preuve. Par contre, il n'y a que des fake news, il n'y a que des sites bidons derrière. Et on voit que ces gens ne sont pas toujours des gens très très sains d'esprit, hein, ceux qui croient à ces théories-là. Et donc voilà, c'est compliqué quand on sort d'une secte, on a souvent tendance à rejoindre d'autres sectes, et même quand on ne rejoint pas d'autres sectes, finalement on rejoint d'autres pensées sectaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vais en rester là sur cette émission. Si vous souhaitez avoir d'autres informations, je pense que je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, un autre audio en tout cas. Voilà, en attendant, portez-vous bien, posez-vous des questions et à la prochaine. Au revoir.